Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Donc c'est notre conférence de presse annuelle. On a divisé la présentation en trois parties. Alors il y a évidemment un retour sur 2025. Ce qu'on peut dire de 2025, c'est que 2025, c'est une année 2024 qui a été particulièrement difficile, que ce soit en matière sociale, économique ou climatique. Et donc il y a un premier message qu'il y a des éléments économiques qui sont plutôt positifs côté entreprise, que ce soit climat des affaires, on verra l'activité ou le financement. Et dans une deuxième partie, on souligne qu'il y a des fortes vulnérabilités qui persistent, vraiment. Donc ce sera illustré par Stéphane. Et enfin, on a ouvert sur 2026, puisqu'évidemment, on est dans une grande zone d'incertitude et on essaye de donner ou de dégager quelques tendances sur 2026. Alors je vous propose qu'on démarre sans tarder sur la première partie, qui est donc un retour sur 2025, et donc en faisant la ligne directrice, je dirais que c'est une certaine amélioration économique. Alors la première façon de le mesurer, c'est que nous, côté institut, on mesure un indicateur de climat des affaires. C'est-à-dire qu'on est en contact avec des chefs d'entreprise et de façon trimestrielle, on leur pose un certain nombre de questions, et notamment une question, c'est de voir comment est-ce qu'ils voient leur situation. Donc pourquoi on regarde ça, c'est que quand on regarde nous après, c'est souvent assez bien corrélé avec le PIB. Donc ce sondage sur les responsables d'entreprise, il donne une vraie indication sur ce climat des affaires. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur l'année 2025 ? C'est évidemment des situations qui sont très contrastées. Donc si par exemple on regarde sur la partie océan Indien, on a du côté de Mayotte, on a une forte hausse, sachant que la barre au milieu noir, c'est la tendance de long terme. Donc quand on est au-dessus de la barre, ça veut dire que le climat est plutôt positif, et en dessous, c'est plutôt un climat qui serait, entre guillemets, plutôt dépressif. Donc côté Mayotte, c'est en forte hausse, mais évidemment, ça suit toutes les mesures d'urgence post-Chido. Et lorsqu'on regarde la Réunion, c'est en progression, mais on voit qu'on n'est pas revenu au pré-épisode cyclonique. Si on se tourne vers la partie océan Atlantique, il y a une situation qui est vraiment bien orientée, qui est la Guadeloupe, et qui reste vraiment positive sur la période. Et ça, c'est avec un bon climat des affaires, et même si c'est pas un élément, l'élément seul explicatif, on peut dire quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits, notamment du côté des délais de paiement. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il y a forcément une corrélation de 1 entre les deux, mais néanmoins, ça montre bien que lorsqu'on améliore l'écosystème, on en a aussi une traduction économique, donc ça c'est certainement positif. On a la Guyane qui est plutôt bien orientée, et puis côté Martinique, on a quand même eu les émeutes sur la vie chère septembre 24, on voit qu'on n'est pas complètement revenu. Et si on se tourne vers le Pacifique, il y a forcément des situations qui sont très contrastées, qu'on verra tout au long de la présentation, évidemment entre la situation de Nouvelle-Calédonie et puis la Polynésie. La Polynésie est indéniablement portée par le tourisme, et en Nouvelle-Calédonie, on voit qu'on a une remontée, mais on n'est vraiment pas encore retourné à la situation pré-émeute. Et ce qui reste vraiment un fil rouge, c'est que très clairement, le flou institutionnel est négatif pour le climat des affaires. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de tout ce qu'on a pu, de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on anticipe. Alors, si je passe au slide suivant, le slide suivant, c'est également dans le cadre de notre enquête sur le climat des affaires, de regarder comment les entreprises voient progresser leur activité sur l'année. Donc, ils comparent 2024 à 2025. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on cumule le gris, le vert pâle et le vert foncé, ça donne
une indication comment l'entreprise voit soit son chiffre d'affaires stabilisé, soit être en hausse. Et on voit qu'on a des scores qui sont assez importants. La Polynésie confirme, on est, si on cumule les trois, on est à 69%. Nouvelle-Calédonie, sans surprise, on est à moins de 50%. Mayotte, on est encore avec le Pochido. La Réunion, vous voyez, on est à 64, idem pour la Guyane. Et puis la Martinique est un petit peu en dessous, et ce qui reflète encore que on n'a pas encore complètement absorbé ce qui s'était passé après les émeutes de la vie chère. Il faut aussi savoir qu'en 2024, on avait un ralentissement généralisé. Donc évidemment, quand on compare 2025 à 2024, il y a nécessairement un effet de rattrapage. Vous avez quelques données, quelques zooms. Ce qui est spectaculaire, c'est vraiment la Polynésie, puisque augmentation du chiffre d'affaires pour 2 entreprises sur 3, ce qui est vraiment quelque chose de considérable. Et évidemment, en contraste, on voit que en Nouvelle-Calédonie, 50% des entreprises voient une baisse de plus de 10% du chiffre d'affaires. Et évidemment, le rebond autour de après les investissements qui sont faits après le cyclone Chido. Si on passe le stack suivant, ce qu'on regarde également, c'est les conditions de financement. Donc il y a la partie un peu subjective de climat des affaires, et ensuite de se dire comment est-ce que évoluent les chiffres d'affaires, et ensuite dans quel écosystème se retrouvent les entreprises en matière de financement. En matière de financement, du fait de taux plus faibles, on peut dire que les conditions de financement étaient plutôt favorables. Et ce qu'on regarde ici, c'est les nouveaux crédits accordés au cours du trimestre. Donc c'est une information qui est assez récente. Et ce qu'on peut voir lorsqu'on fait le découpage qui a été choisi, qui est la partie trésorerie, donc extrêmement de court terme, jusqu'à le bien d'équipement, et puis pour les particuliers, pour les ménages, la consommation et l'habitat. On voit que il n'y a pas, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de fort contraste avec ce qu'on voit en hexagone. Par exemple, on a c'est la courbe grise. On voit que ce soit par exemple sur l'habitat, c'est assez spectaculaire, il y a une très forte convergence. Sur la consommation, il y a un petit peu d'écart, et un petit peu sur les biens d'équipement, mais on ne peut pas vraiment discriminer de conditions de financement, en tout cas sur 2025, sur les Outre-mer. Donc il y a eu un environnement, en tout cas de financement, qui a été favorable à l'économie sur l'année 2025. Ensuite, quand on regarde sur l'aspect du financement bancaire et de sa qualité, ce qui est un élément important, donc c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on a comme critère, se dire ok, il y a des conditions de financement qui se sont améliorées, il y a un climat des affaires qui est meilleur, il y a des chiffres d'affaires qui augmentent, mais est-ce que les encours de financement ont augmenté et quelle est la qualité de ces encours de financement? Ce qu'on peut voir, c'est que le financement bancaire a plutôt augmenté, et ce qu'on regarde également, c'est la qualité des crédits, pour savoir si on a une dégradation ou si on a encore quel est le taux de créances douteuses. Si on regarde d'abord les encours, alors ce qui peut être trompeur pour la Nouvelle-Calédonie, qui est la partie en pointillé rouge tout en bas, c'est que on ne peut pas dire que le crédit bancaire a repris pour les entreprises privées, parce que l'inflexion de courbe que vous observez, c'est lié à des prêts de l'AFD aux collectivités locales. Donc c'est pour ça que la courbe mérite d'être détaillée pour bien le comprendre. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une demande qui est soutenue, et ce qu'on peut rajouter par rapport à la présentation, c'est que cette demande qui est un peu plus soutenue, elle est à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Donc on a des données qui sont plus granulaires. Donc ça veut dire qu'il y a eu un financement bancaire qui s'est accru. Évidemment, il faut mettre à part la situation de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, lorsqu'on regarde le taux de créances douteuses, le point de comparaison, c'est quand même de regarder ce qui se passe en hexagone, c'est 2,9%. Donc évidemment, on peut se dire que c'est plus élevé, à l'exception notable de la Polynésie. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est évidemment pas le même tissu économique, et notamment un critère qui est important, c'est qu'il y a moins
de grosses entreprises, de grosses structures, et le taux de sinistralité des grands groupes est plus faible. Donc il y a déjà un tissu économique qui n'est pas le même qui explique cet écart. Mais on voit que les taux sont restés stables. Donc ça veut dire que c'est, en tout cas au jour d'aujourd'hui, parce que ça s'apprécie dans la durée, mais l'augmentation du financement bancaire ne s'est pas fait au détriment de la qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on a plutôt des financements qui sont sains. Alors maintenant, ça c'était la partie positive sur l'environnement des entreprises. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit en matière d'emploi? Cette reprise qu'il faut quand même qualifier de timide, donc après cette année 2024 difficile, mais qui montre quand même côté entreprise une tendance positive, ça ne se traduit pas dans l'emploi. Donc on a un emploi qui reste fragile, voire même en repli. C'est ce qu'on voit sur la courbe de gauche. Sur la courbe de gauche, vous avez l'évolution de l'emploi salarié. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de géographies, on est même en dessous de zéro, donc que ce soit la Guadeloupe et la Martinique. Alors c'est aussi des géographies où les populations n'augmentent pas, donc il faut peut-être relativiser, mais néanmoins, ce sont des données qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises. C'est mieux côté Réunion et Guyane. Et lorsque l'on regarde du côté du Pacifique, évidemment, il faut distinguer les deux situations. Le chiffre qui est estimé, c'est que les émeutes, c'est 12 000 emplois qui ont été perdus, et selon les estimations, 6 à 10 000 personnes qui auraient quitté la Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, il va y avoir du retour, il y a l'activité qui a été suspendue, qui a été reprise, mais on voit par le graphique qu'on n'est pas retourné à la situation précédente. Donc ça veut dire que le regain d'activité ou le côté plus positif de 2025 par rapport à 2024, il bénéficie peu ou pas, on peut même dire pas, dans certaines géographies à l'emploi. Et enfin, du côté de la consommation, ce slide, c'est en fait ce qu'on regarde, c'est les importations. Les importations, comme je vous disais tout à l'heure que l'indicateur de climat des affaires, c'est un bon proxy de l'évolution du PIB. La consommation des ménages, un bon proxy, c'est de regarder les importations. Donc on regarde les importations de biens de consommation et on regarde à la fois tout ce qui est bien durable, donc on va dire par exemple l'électroménager, mais aussi ce qui est non durable comme l'alimentation, le carburant, l'hygiène, etc., etc. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est assez peu dynamique. Je crois que les graphiques parlent d'eux-mêmes. Donc là encore, il faut mettre à part les situations de Mayotte, où après le cyclone, il y a évidemment une très forte augmentation des importations, et puis la partie de Nouvelle-Calédonie, où il y a une très forte chute, mais on voit que, y compris en 2025, on reste quand même sur un niveau qui est faible, et il y a peut-être quand même les Antilles qui, malgré des données, que ce soit sur l'emploi, qui n'étaient pas excellentes, qui ont une croissance humaine, ou du moins on peut dire une consommation des ménages qui reste relativement bien orientée, mais néanmoins l'interprétation qu'on fait de ces chiffres sur longue période, c'est que la consommation des ménages reste peu dynamique. Donc ça veut dire que côté entreprise, on a eu un peu une embellie avec des contrastes, avec un environnement qui s'est amélioré, mais cette répercussion sur les individuels, on pourrait dire, ne se voit pas, que ce soit en matière d'emploi, et puis en matière de consommation des ménages, et évidemment que les deux sont assez corrélés. Et ce qu'on observe néanmoins sur cette partie, c'est qu'il reste de très fortes vulnérabilités, mais je te passe la parole, Stéphane. Oui, juste pour répondre à une question de François Raymond, sur la diapositive 4, on n'a pas fait figurer la Guadeloupe parce qu'on n'a pas posé la question de la même façon en Guadeloupe et donc on n'a pas des résultats exactement comparables. Vous le verrez d'ailleurs sur la diapositive 16, où on a un écart également avec la Guadeloupe. S'agissant des vulnérabilités, et on va commencer par la première, celle liée à l'inflation. Donc vous savez que les banques centrales ont une cible d'inflation, notamment la BCE,
pour qu'elle reste inférieure à 2%. On vous a retracé les dernières années d'évolution de l'inflation, qui est à gauche, et on vous a fait une présentation en niveau des prix sur une base 100 en janvier 2019, qui permet d'apprécier les effets en fait de ce pic d'inflation sur 2022-23. La première bonne nouvelle quand même, c'est que l'inflation est dans l'ensemble des géographies ultramarines, comme en métropole, inférieure à 2%. Il y avait un objectif de ramener l'inflation à moins de 2%. Cet objectif avait été atteint en France fin 2024, mais pas encore dans l'ensemble de l'Union européenne. Et il est atteint en 2025 et il est atteint dans l'ensemble des géographies ultramarines. Donc ça, c'est une donnée importante. La stabilité des prix participe au maintien du pouvoir d'achat. Elle contribue à la cohésion et à la stabilité de façon générale. Et je le redis, c'est bien un objectif de politique monétaire important visant à apporter de la confiance. Et on va le voir sur la partie droite de la diapositive, qui est le niveau des prix, qui intègre du coup les fortes variations de l'inflation qu'on a eues en 2022-2023. Et vous voyez qu'avec une inflation proche de 1% sur les années qui ont 2019-2020, et également le tout début de 2021, on a un premier plateau. Et ensuite, on a, avec les événements liés à la Covid et surtout la sortie des périodes de confinement d'une part et une accélération avec l'invasion de la Russie par l'Ukraine, une forte augmentation de ce niveau des prix. En réalité, la courbe grise qui est la plus élevée, c'est celle de métropole. Et on arrive à un plateau depuis à peu près un an et demi, avec le retour à l'inflation à environ 2%. Mais ce qui est important de bien mesurer dans cette variation, c'est que le niveau du ressenti par les ménages des prix, il est passé du palier qui est à gauche à un palier que l'on a maintenant à droite, et avec le sentiment que cette inflation, elle a laissé des traces, ce qui est tout à fait exact. Et ça se répercute également dans, je dirais, le ressenti sur la vie chère. Je ne vous apprends rien sur la Nouvelle-Calédonie, on peut rester encore sur la diapositive précédente, sur la Nouvelle-Calédonie, sur la vie chère, où en Martinique, on a eu des événements sociaux, des troubles sociaux en fin 2024, avec une volonté également de sortir de ces troubles sociaux à travers une négociation d'un accord de modération de vie chère, qui est un des éléments qui a été mis en œuvre. Je n'ai pas précisé aussi qu'au-delà de l'aspect vie chère, on a ce niveau des prix qui est plus élevé dans les Outre-mer. Il y a des études régulières de l'INSEE qui montrent que le niveau des prix à La Réunion est de l'ordre de 10% plus cher qu'en Hexagone, 15% sur les Antilles et 30% dans le Pacifique. Et donc là, on a vraiment quelque chose de significatif parce que dans ces niveaux de prix, si on regarde le strict aspect de la partie alimentaire, le niveau des prix alimentaires est beaucoup plus élevé que cette moyenne. On est à 30% sur la partie réunionnaise, jusqu'à 80% en Nouvelle-Calédonie. Et là, on vient sur un des sujets de fragilité, c'est-à-dire que le ressenti d'inflation des ménages les plus pauvres, ce sont ceux qui consacrent la part la plus importante de leur budget à la partie alimentation, vont avoir un ressenti d'inflation plus important que la moyenne nationale. Si on regarde toujours sur la vulnérabilité des ménages, on a ici deux indicateurs que l'on suit attentivement. Le premier, c'est à gauche, celui des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Donc c'est un événement dans le remboursement d'un prêt, par exemple, mais également d'un découvert. Ce sont les deux critères les plus importants. Également lors d'un dépôt de dossier de surendettement qui est en cours d'instruction. Et on voit une forte évolution au cours des 2 dernières années de ces incidents de remboursement des crédits aux particuliers, signe d'un retour à une certaine fragilité de la situation financière d'un certain nombre de ménages. Et le deuxième indicateur que l'on met à droite, c'est celui du nombre de dossiers de surendettement déposés chaque année dans les agences de l'IEDOM comme de l'IEOM. On a fait figurer en bleu le bassin atlantique, les Antilles et la Guyane, en jaune la Réunion et Mayotte, et en rouge les collectivités du Pacifique, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
quel que soit le secteur géographique, on est en croissance du nombre de dossiers de surendettement déposés auprès des agences de l'Institut. Et cette croissance, elle est entre 2023 et 2024 de 20%, comme en 2025 par rapport à 2024. C'est une croissance qui est plus rapide que celle que l'on a en métropole. On peut avoir des facteurs différents dans les géographies. Alexandre parlait tout à l'heure de la situation en Nouvelle-Calédonie. Bien entendu, la forte évolution que l'on voit sur la partie rouge, elle résulte de la Nouvelle-Calédonie où on a un quasi-triplement du nombre de dossiers déposés. Mais en même temps, il faut regarder ce que ça représente, et c'est à la diapositive suivante. On a fait un petit focus pour montrer que le recours à la procédure de surendettement reste pour autant encore un peu moins fréquent dans les Outre-mer. Moins fréquent, on vous a mis le chiffre du nombre de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants âgés de plus de 15 ans. En hexagone, il est de 267. Et on voit que la Guadeloupe a, en 2025, dépassé l'Hexagone dans le nombre de dossiers de surendettement. La Guadeloupe, elle n'est pas loin du niveau de ce ratio en Hexagone, et la Martinique est un petit peu derrière. Donc ces trois géographies qui ont en fait le niveau de développement et l'organisation institutionnelle et économique la plus proche de métropole sont en train de se normaliser, alors qu'elles étaient largement en retrait par rapport à l'Hexagone en nombre de dossiers de surendettement. Les structures économiques et sociales de Guyane, de Mayotte sont un petit peu différentes. Et en Nouvelle-Calédonie, comme en Polynésie, ce recours à la commission de surendettement est moins développé avec, je dirais, des solidarités familiales qui sont un petit peu différentes et qui expliquent aussi un moindre recours, sauf en Nouvelle-Calédonie, on est en forte croissance. Pour autant, on a des profils qui sont concernés, qui apparaissent également un peu plus vulnérables. Donc, les personnes surendettées sont en moyenne des femmes, 64%, et c'est davantage qu'en métropole, où c'est 55%. Et comme en métropole, des femmes seules avec enfants sont majoritaires à 34%, un tiers des cas de dossiers de surendettement dans les départements et collectivités de la zone euro, 19% dans l'Hexagone. Et la majeure partie des ménages qui sont surendettés n'ont aucune capacité de remboursement. Le ratio est un petit peu plus proche de la métropole, on est également dans ce même ordre de grandeur. Si on regarde, donc ça montre une certaine fragilité accrue des ménages en Outre-mer à la suite des dernières années. Et quand on regarde maintenant un petit peu la situation des entreprises, c'est un peu comme en métropole, on parle beaucoup du nombre de défaillances d'entreprises en hexagone avec une forte croissance. Eh bien, vous avez les variations qu'on vous a redonnées, là encore par bassin, avec également une forte croissance dans ces géographies ultramarines. Alors, si on regarde là depuis 2017, on a l'impression d'un rebond significatif. Mais si on regarde avec davantage d'antériorité, le niveau de l'Hexagone, il est à peu près le même aujourd'hui que celui qu'il était il y a une douzaine d'années à peu près. Donc il faut aussi prendre les données avec beaucoup de recul. Là, ce qui est significatif, c'est qu'on a un creux en 2020 et 2021. Mais vous le savez très bien, ce sont les effets liés à l'accompagnement dans le cadre de la pandémie où des mesures exceptionnelles ont été mises en place et ces mesures ont par nature contribué à maintenir en vie un certain nombre d'entreprises. Donc l'un des effets que l'on a avec la remontée du nombre de dossiers de défaillance d'entreprises, eh bien c'est cet effet rattrapage puisqu'il y a eu un décalage dans le temps des défaillances d'entreprises et cette évolution est pareille que celle que connaît l'Hexagone à cet égard. Pour autant, il y a d'autres éléments qui interviennent. Le premier, c'est celui de la hausse de l'inflation, d'une certaine incertitude, des politiques tarifaires de certains États qui peuvent entraîner des perturbations sur un certain nombre d'entreprises et fragiliser celles-ci. C'est d'ailleurs un des éléments d'inquiétude que l'on peut avoir un petit peu globalement. Et puis, il y a des éléments
pas anecdotiques, mais qui ont un effet. C'est un travail qui a été fait notamment dans les tribunaux de commerce en Guyane et en Guadeloupe, où il y a eu un effet de rattrapage des dossiers. Donc ça, c'est, on va dire, un effet technique qui explique d'ailleurs qu'en 2024, il y a eu une première inflexion dans le bassin antillais. Et en fait, il faut considérer les données 2024 et 2025 dans une approche un petit peu plus globale. Un autre élément important, l'Institut d'émission produit chaque année un rapport sur les délais de paiement. Et ce rapport sur les délais de paiement, on vous en a donné les extraits du dernier rapport qu'on a sorti en septembre 2025, avec ce délai de paiement qui est observé dans les différentes géographies ultramarines par rapport à l'Hexagone. Donc la moyenne des outre-mer de la zone euro, c'est l'avant-dernière colonne, le dernier bâton de l'histogramme, c'est la situation nationale, donc grise, et juste avant, c'est la moyenne des DROM de la zone euro. Et donc on a un délai de paiement du secteur public local, là on est sur le secteur public local à droite, qui est supérieur, nettement supérieur, quasiment 2 fois plus élevé dans les Outre-mer que la situation nationale. Donc ce sont les collectivités locales qui sont en retard de paiement de façon beaucoup plus significative dans les Outre-mer que ne le sont les collectivités locales dans l'environnement national. Et de la même façon, le secteur hospitalier lui également est quasiment avec des délais de paiement très supérieurs au national, le double, et très supérieur à la cible réglementaire qui est indiquée en rouge et qui figure 50 jours sur le secteur hospitalier. On est à 121 jours. Donc c'est une vraie problématique d'avoir autant de retard de paiement dans les collectivités locales. Et à gauche, les données qu'on vous a indiquées, elles sont extraites des bases de bilan que nous gérons dans le cadre de la cotation des entreprises et qui permettent de dire que 28% des entreprises ultramarines subissent des retards de paiement. Elles sont payées au-delà du seuil réglementaire, donc ça fait plus d'une entreprise sur 4. Et si on devait retraiter l'ensemble de ces retards de paiement tels qu'ils sont enregistrés par rapport aux délais réglementaires de paiement qui sont normalement prescrits, eh bien c'est l'équivalent de 860 millions de trésorerie qui sont avancés par les entreprises du fait de ces retards de paiement. Là, on est dans une vision globale entreprise sur la partie gauche, sans isoler spécifiquement les retards de paiement liés aux collectivités locales. Donc, notre point, c'est de dire que l'un des éléments importants, c'est que les entreprises, elles subissent des retards de paiement, soit intra-entreprise, soit du fait des collectivités locales, et que des mesures sont de toute façon nécessaires pour essayer de ramener à minima les délais de paiement au moins du secteur public local et du secteur public hospitalier en deçà des seuils réglementaires qui sont attendus. Il y a des expérimentations qui sont faites, notamment en Guadeloupe, où il y a un paiement mandaté quasiment automatiquement pour les tout petits paiements, qui est expérimenté par le DRFIP, qui peut être une bonne illustration à déployer au-delà. Même chose en Martinique, je crois que le préfet a fait du mandatement d'office sur un certain nombre de dépenses, ce qui est une très bonne chose pour essayer de remettre d'équerre, je dirais, ces retards de paiement. Voilà pour les fragilités qu'on voulait mettre en exergue à l'occasion de cette séquence. Et pour conclure sur cette partie, c'est de regarder évidemment les perspectives 2026 et puis d'essayer d'intégrer les éléments d'incertitude qui sont liés à la situation actuelle, la situation géopolitique actuelle. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que toujours du point de vue entreprise, on reste sur une tendance positive. Alors qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure là encore, quand on regarde l'indicateur de climat des affaires,
on demande au chef d'entreprise quelle est sa vision pour le trimestre à venir ou l'année à venir. Donc il n'y a pas que la partie rétro, il y a aussi la partie qui est prospective. Alors côté gauche, là c'est des données bancaires. On voit que les encours de crédit restent en progression, ce qui est vraiment un très très bon signal. Donc ça veut dire que là il y a une vraie tendance. Sur la partie Pacifique, la légère baisse évidemment à mettre en regard avec la situation nouvelle-calédonienne. Mais ce qu'on observe, c'est que les crédits bancaires d'investissement sont en progression. Et ça c'est évidemment un très bon signal. Et à droite, c'est ça qui ressort de l'étude de conjoncture, c'est de dire comment voyez-vous l'évolution ou votre évolution de l'investissement pour l'année 2026. Donc c'est demandé en fin 2025, évidemment, ça a été demandé à un moment où il n'y avait pas eu la guerre avec l'Iran. Mais néanmoins, si on regarde les histogrammes, mis à part la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on peut quand même lire en résumé, c'est que dans toutes les géographies, il y a plus de 3/4 des entreprises qui considèrent que l'investissement va être soit stable, soit en hausse. Et ça, c'est clairement un très bon signal, évidemment, en mettant de côté la situation en Nouvelle-Calédonie. Après, lorsqu'on regarde un autre élément qui est important, qui est aussi issu des travaux qu'on fait avec les dirigeants sur le climat des affaires, c'est une question qui est de dire est-ce que vous avez une crainte de défaillance dans les 12 prochains mois? Donc ça, c'est une question qui est posée au dernier trimestre de chaque année. Et c'est aussi là assez illustratif. Alors évidemment, il y a les situations particulières de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie, mais on voit qu'il y a des données qui sont très encourageantes sur les différentes géographies. Sur Mayotte, il y a la forte baisse entre 2024 et 2025 est évidemment liée à toutes les aides. On le mentionne ici, il y a 4 milliards d'euros d'ici 2031. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises comme une zone franche pendant 5 ans. Donc il y a un gros effort sur Mayotte qui évidemment se traduit par un recul très significatif des craintes de défaillance. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, en revanche, on se rend quand même compte qu'il y a encore près de 30% des entreprises qui craignent une défaillance. Et donc là, ça rejoint le point déjà mentionné que le flou institutionnel a un impact fort sur les perspectives économiques. Et là, on en a vraiment une traduction. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des efforts qui soient fournis. Il y a un soutien de l'État, c'est 2 milliards d'investissements sur 5 ans. Donc il y a quand même des flux de capitaux qui vont venir, mais néanmoins, le volet institutionnel reste flou. Et puis un des autres grands sujets, évidemment, côté Nouvelle-Calédonie, c'est la question du nickel. Il y a un plan stratégique qui est en cours d'élaboration, sur lequel je n'ai pas plus d'informations que ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il nécessitera de l'argent public, et évidemment, l'idée c'est de trouver un modèle pérenne, sachant que dans le contexte international aujourd'hui, le prix du nickel reste à des niveaux qui sont plutôt bas et qu'il y a une sévère concurrence, notamment de l'Indonésie. Mais c'est évidemment l'idée de construire un modèle pérenne autour de l'industrie du nickel. Maintenant, si on avait aussi questionné sur leur vision de l'environnement et la question des incertitudes. Alors évidemment, le contexte a changé depuis. Donc, la question qui était posée, c'était leur perception de l'incertitude, et en disant, quelle est votre vision? Est-ce que vous dites que c'est facile à prédire, difficile à prédire, modérément facile à prédire? Et vous voyez que les résultats illustrent ce qu'on a vu, c'est que c'est encourageant du côté des entreprises, indéniablement, si on fait le cumul des zones vertes, à l'exception notable de la Nouvelle-Calédonie, et quand même côté Martinique, des résultats qui sont un petit peu moins bons, mais néanmoins, le contexte ayant changé aujourd'hui, c'est des résultats qu'il faut considérer avec une grande prudence, parce qu'évidemment, il y a la crise avec l'Iran. Pour mémoire, on rappelle qu'au moment où l'enquête est faite,
on est à un baril qui en moyenne est à 69 $. Et en mars, on passe au-dessus de 100 $. Et là, on est encore, aujourd'hui, on est juste en dessous de 100 $ le baril. Donc évidemment, mais ça veut quand même dire que les perspectives qu'avaient les chefs d'entreprise, que ce soit en matière de demande de financement, en matière d'investissement, ou en matière d'incertitude, ça restait bien orienté sur l'année 2026. Alors maintenant, comment se traduit la crise avec l'Iran ? La crise avec l'Iran, il y a évidemment un impact immédiat sur le prix des carburants. C'est ce que vous avez sur le graphique de gauche, avec le tarif à la pompe. Sachant que, comme vous le savez probablement, dans les Outre-mer, les tarifs sont définis par arrêtés préfectoraux, et donc il y a une révision à chaque début de mois. Donc il y a un certain nombre de réunions qui ont pu être faites, et pour expliquer la méthode de façon transparente, et qui s'est quand même traduit, si vous voyez sur le graphique de gauche, par des hausses dans quasiment toutes les géographies. Et en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, c'est encadré par les gouvernements, et je reviendrai sur l'aide un peu spécifique qui a pu être mise en place en Polynésie. Pour ce qui est de l'impact, parce que maintenant c'est de se dire, ok, l'essentiellement, quel est l'impact ? Alors on essaye de mesurer ça, c'est assez difficile, et ce qu'on peut regarder, c'est quelle est la part, en termes de pouvoir d'achat, la part du transport dans les dépenses des ménages. Alors, le transport, c'est pas nécessairement que la voiture, mais néanmoins, ce sont des géographies où les véhicules sont beaucoup utilisés. Ce qu'on peut estimer, c'est que dans les Outre-mer, ça représente environ 20% du budget de la famille. Donc la partie transport, c'est 20%. Donc ça veut dire que même si c'est pas l'ensemble des 20% qui sont touchés par la hausse du prix du carburant, il y a clairement un impact. Et c'est un petit peu plus faible en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, et pour en Hexagone, c'est 16%. Donc on voit bien que là, peut-être des distances plus grandes et puis des transports publics qui sont moins développés, ça a clairement un impact. Donc évidemment, ça aura un impact sur le budget des ménages. Et ce qui va être important à suivre, c'est de savoir s'il y a ce chaînage de transmission, impact sur le carburant, impact sur les coûts de transport, impact sur les coûts de production et éventuellement impact sur le budget des ménages et sur la consommation. Et ça la principale incertitude, c'est la durée de la crise. Si c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps, l'impact sera extrêmement mesuré, mais si évidemment la crise dure longtemps, l'impact sera beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les travaux qui ont pu être faits par la Banque de France en matière d'inflation et de croissance, en fait, il n'y a pas une estimation, parce que c'est pas possible, il y a des scénarios. Et donc, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans une crise durable ou est-ce qu'on est dans une crise qui va être de courte durée ? Évidemment, l'impact est pas du tout le même. En matière d'inflation, ce qui est anticipé selon la crise, c'est entre 0,8 et plus 1,6 en matière d'inflation pour la France. Donc un impact qui peut se doubler et qui ne sera évidemment pas nul. Et puis sur la croissance du PIB, on est dans un même ordre de grandeur, soit un impact négatif de 0,3 à 0,6, à moins 0,6 lorsque l'on est dans le scénario le plus défavorable. Donc ça veut dire que cette hausse du prix du pétrole va avoir un impact sur les territoires, enfin sur la France, sur les territoires ultramarins, ne serait-ce que par la transmission sur le carburant. Alors après, on a essayé de zoomer de voir un petit peu quelles étaient certaines spécificités ultramarines, et on commence par regarder la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des acteurs, donc c'est pas uniquement le transport, mais c'est aussi l'industrie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la production d'électricité, on la mentionnera après, c'est l'ensemble du besoin en énergie. Et c'est pour ça que la partie de renouvelable est un petit peu plus faible que quand on va zoomer sur l'électricité après. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un contraste qui est assez saisissant entre la France entière et puis les différents territoires, avec une très forte dépendance en énergie primaire ou aux énergies fossiles. Donc ça a diminué en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a eu la fermeture de l'usine de nickel du Nord qui était uniquement fournie
par le charbon. C'est pour ça que la part du charbon a diminué, mais on se rend quand même compte que ce soit en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie ou dans les DROM, la consommation d'énergie primaire est principalement liée aux énergies fossiles. Alors les départements bénéficient de la péréquation en matière de prix d'électricité, donc il n'y a pas forcément le même impact, mais on part quand même d'une situation initiale qui est assez contrastée avec toujours cette forte dépendance. Et si maintenant on regarde la question de l'enjeu de la transition énergétique, on a mis les Outre-mer et la métropole, et là on fait un zoom sur la consommation électrique. Alors si je pars de la partie gauche, il y a l'exemple absolument remarquable de la Réunion, et en 2026, on sera probablement à 100% de l'énergie, de la consommation électrique régionale de la Réunion qui sera faite par des filières renouvelables, 100%. Ce qui est vraiment quelque chose de remarquable. Et je zoome un peu dessus, parce que c'est un cas qui est très illustratif d'avoir un vrai panachage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'utilisation d'huile de colza, des pellets de bois, des granulés, il y a de l'hydroélectrique, il y a du photovoltaïque, il y a de l'éolien, et donc ça veut dire que cette transition, elle est vraiment, en tout cas pour l'électricité, elle est absolument possible. Donc ça, c'est un exemple exemplaire, et on voit, c'est quelque chose d'exemplaire, mais on voit que dans d'autres géographies, on a une dépendance qui est extrêmement très forte, donc que ce soit dans la zone Pacifique, où il y en a seulement un tiers, ou que ce soit du côté des Antilles, ou même de la Guyane, où on est à 44%. Donc là, il y a très clairement un enjeu de transition énergétique qui est important quand on voit les slides précédents, quand on voit l'impact que ça peut avoir, mais ce qui est le message positif, c'est que c'est possible, et que à La Réunion, ça a été rendu possible. Donc il faut très clairement continuer de s'inscrire dans ce mouvement, parce que quand on regarde sur le graphique de gauche, on voit quand même que la production d'énergie renouvelable, elle est en forte croissance. Elle est en forte croissance, et on voit même que, que ce soit par exemple sur la biomasse, on a une très forte croissance. Donc il faut poursuivre, et on voit que ce soit alors c'est variable pour l'hydraulique, mais que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, la géothermie, le solaire, la biomasse, les bandes ont tendance à s'élargir. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre ce mouvement qui a été engagé, qui s'accentue. Si maintenant on arrive au message un peu conclusif, pour ce qui est de la crise, très clairement l'enjeu c'est quelle est sa durée, mais il y a un risque d'inflation et de propagation à l'ensemble de l'économie. Et le message qu'on pourrait délivrer, je pense qu'il est relativement simple. Il faudrait sortir d'une forme on pourrait dire de double inconstance, c'est-à-dire qu'il faut prioriser et persister. C'est pourquoi prioriser, parce que lorsqu'on regarde les travaux qui ont été faits, j'ai été frappé en arrivant aux instituts, c'est de voir qu'il y a énormément de travaux de grande qualité qui ont été produits, que ce soit par des autorités publiques, par le Parlement, par des organismes privés, sur les différentes mesures à prendre, les différentes réformes à engager pour favoriser le développement des Outre-mer. Et il y a énormément de choses qui sont sur la table, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Et donc ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de choix, il faut prioriser, et ensuite il faut persister, parce que ce sont des mesures qui sont parfois longues à mettre en œuvre. Et donc ça veut dire qu'il faut conserver les priorités, les inscrire dans le temps, même quand la réalisation va demander de nombreuses années. Et je crois qu'une des clés du message qu'on souhaite délivrer, c'est cette nécessité de faire un certain nombre de choix, un ordonnancement, une priorisation, et d'avoir cette persistance pour la mise en œuvre, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'atouts, on voit qu'il y a un tissu économique qui est plein de ressources, on voit qu'il y a du financement, on voit qu'il y a des demandes de financement, on voit qu'il y a de l'entreprise, mais il y a encore de fortes fragilités, il y a encore des économies qui restent fragiles, des populations qui restent fragiles, et donc il faut avoir cette persistance. Et donc, parmi les recommandations qu'on voit, c'est la question de la concurrence, hein. Il y a d'excellents travaux qui ont été faits dans un rapport de l'autorité de la concurrence. Il y a évidemment la question des rigidités structurelles,
que ce soit la question sur l'octroi de mer, ou la question qu'on retrouve dans beaucoup de rapports sur les compléments de rémunération des fonctionnaires. Il y a également la question de l'accompagnement des entreprises, même si beaucoup de choses, encore une fois, ont été faites. Le message, c'est pas de dire que rien n'a été fait, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'il faut sans doute prioriser et persister dans l'application. Donc, c'est réduire, comme ça a été, on voit que les expériences peuvent fonctionner sur les délais de paiement, par exemple. C'est un très bon exemple. On voit qu'en prenant des mesures, comme l'ont fait un certain nombre de DRFIP, on peut très concrètement réduire ces délais de paiement et donc faciliter la vie des entreprises. Donc ça veut dire qu'on a des actions concrètes qui peuvent être faites. Et puis de concentrer l'effort d'investissement, poursuivre la modernisation des infrastructures. C'est vrai pour les routes, c'est vrai pour les ports, c'est vrai même pour l'eau. Il y a des géographies où il n'y a pas partout de l'eau potable toute la journée. C'est accélérer la transition énergétique. C'est évidemment possible. C'est évidemment possible pour réduire l'impact climatique, mais c'est aussi pour réduire sa dépendance au cycle économique. On le voit en ce moment, et on voit que c'est tout à fait possible avec ce qui a pu être fait à La Réunion. Et puis évidemment, c'est d'encourager les projets d'autonomie alimentaire. Il y a des initiatives qui sont prises en ce sens, mais on peut probablement faire encore davantage. Donc notre message, c'est une transformation qui est vraiment nécessaire pour améliorer l'attractivité et encourager le dynamisme économique des Outre-mer. Il y a évidemment de l'argent public, mais les données montrent quand même qu'il y a des demandes par les entreprises, les demandes de financement, c'est des demandes de financement par les entreprises. Donc il y a une dynamique, locale, régionale. Évidemment que que ce soit à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres juridictions, dans d'autres géographies, il y a de l'argent public. Mais pour essayer de répondre à votre question, je crois que ça s'auto-alimente. Et je trouve que de ce point de vue-là, la Nouvelle-Calédonie est une bonne illustration. Je pense que la sécurité que peut apporter la puissance publique, c'est aussi quelque chose qui favorise le climat des affaires. Donc c'est les deux, et on le voit dans les chiffres, parce que c'est des chiffres qui viennent des chefs d'entreprise, donc c'est pas des chefs d'administration publique, c'est des chefs d'entreprise qui disent « moi j'ai confiance, moi je veux investir », et puis on voit que les banques, elles accordent des crédits, donc on voit que concrètement, ça vient aussi du prix, mais l'autre partie, c'est que évidemment, que si on prend des cas comme Mayotte, c'est absolument indispensable qu'il y ait un investissement public. Mais je sais pas ce que elles sont quand même assez précises. Enfin, je pense que c'est d'avoir des axes d'action, et derrière le message, c'est cette idée de persistance et de s'inscrire dans la durée. Après aussi, d'essayer de restituer le mieux possible quelle est la situation économique. C'est vraiment une grosse valeur ajoutée, ça, des instituts, essayer de donner un pouls et de donner une granularité la plus grande possible de la situation de l'économie, et de montrer que ça fonctionne en fait, qu'il y a des initiatives, qu'il y a un encouragement, que quand du financement ça marche. Donc, et puis si on prend par exemple pour prendre deux exemples concrets, l'exemple des délais de paiement qui est quelque chose auquel on est attaché, puis vous savez que c'est des choses que nous regardons de très près, on voit que ça fonctionne en fait. Quand on met en place des mesures, donc très concrètement ça marche. Et puis un autre exemple que je trouve très parlant, c'est la transition énergétique. En fait, ça fonctionne aussi lorsqu'on investit et que après ça prend du temps, c'est vrai, ça prend du temps de changer des processus, de changer des chaînes de production, mais ça fonctionne. Donc on reste dans des choses qui me semblent concrètes, mais notre travail, c'est déjà d'essayer. Je crois que il faut déjà un bon diagnostic pour appliquer les mesures, et nous, on est dans notre job, c'est d'aider à faire un bon diagnostic de la situation économique des Outre-mer. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose, Stéphane. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il est aussi utile de répéter inlassablement un certain nombre de messages. Le rapport de l'autorité de la concurrence, il commence à dater, et il y a des choses très utiles qu'il convient de mettre en œuvre. Je pense aussi qu'on a conscience qu'il y a un temps de modernisation d'un certain nombre d'éléments structurels. Alexandre a évoqué à la fois l'octroi de mer et la surrémunération. L'octroi de mer, il y a une tentative pour lancer une réforme.
on ne peut pas dire qu'elle ait rencontré une unanimité de la part des collectivités locales dans les départements et régions d'outre-mer. Il y a aussi un temps, je dirais, politique, au-delà de cet aspect-là, sur la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'on a assez martelé le fait qu'un horizon politique est une condition préalable à un retour d'une activité économique dynamique permettant de construire d'amortir des investissements sur plusieurs années. Je crois que ce sont des éléments importants. Donc oui, il y a des messages qui doivent être répétés. Et on peut aussi parfois être de plus en plus précis sur des messages. Je vous en donne un sur l'insertion régionale des Outre-mer dans leur environnement. Il faut bien mesurer que les DROM de la zone euro sont des régions ultra-périphériques. Et leur demander de commercer toujours avec leur environnement est un exercice qui est difficile puisqu'il y a des règles européennes qui s'appliquent et que les pays avoisinants, s'ils veulent commercer avec la Martinique, la Réunion, ils vont commercer en fait avec l'Union européenne et qu'il y a des facilités qui sont mises dans le cadre du traité de l'Union européenne justement pour essayer de trouver des solutions pour les régions ultra-périphériques. C'est de creuser quand même ce sujet et de ne pas rester dans un élément incantatoire consistant à dire vous n'avez qu'à aller voir le voisin. Voilà, il faut aussi travailler, créer les conditions et ça c'est un autre point important, c'est créer les conditions du développement économique. Les retards de paiement, des infrastructures qui ne sont pas fonctionnelles. Sur l'eau, par exemple, on pense généralement immédiatement à Mayotte, où il y a quand même une disponibilité qui est cyclique et qui n'est pas permanente. Mais quand on pense aussi à l'eau en Guadeloupe, ce sont des problématiques pour des industries ou autres qui ont besoin d'eau, par exemple, dans leur activité courante, qui de ce fait doivent faire des investissements compensatoires parce que le service public de base n'est pas assuré. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on essaye de développer. Oui, ça paraît un bon résumé, oui. C'est vrai que l'année dernière, on vous avait dit que l'année 2024 avait été ponctuée par de nombreuses crises. C'est vrai que l'année 2025 n'en a pas de nombreuses, mais l'année 2026 commence quand même sur les chapeaux de roue en termes de crise. Alors sur la première partie, je te laisserai peut-être compléter. C'est une très bonne question que vous posez. Alors, on se la pose nous-mêmes, et il y a différents éléments qui sont des éléments de réponse, mais c'est difficile de les vérifier. On peut déjà penser que peut-être que les dispositifs étaient moins connus, moins suffisamment connus, ou peut-être aussi un autre élément que ça peut être considéré comme stigmatisant d'aller au surendettement. Peut-être aussi que le fait de pouvoir accéder en ligne, parce qu'on voit que dans les Outre-mer, les gens déclarent plus en ligne que dans l'Hexagone. On est à plus de 40% de déclarations en ligne dans les territoires, donc peut-être aussi que ça a facilité, parce que quand on est plus loin peut-être du point de rencontre, ou peut-être que ça garantit un certain anonymat, peut-être aussi qu'il y avait d'autres amortisseurs sociaux qui pouvaient aider, qui justifiaient pas forcément d'avoir recours au surendettement, mais peut-être aussi qu'il y a une part de paupérisation, parce que comme le soulignait Stéphane, c'est quand même le portrait type, malheureusement, c'est une femme qui élève seule des enfants, donc ça montre bien que c'est visiblement sur des biens de consommation que se développe le surendettement. Donc je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Je ne sais pas si tu penses à d'autres éléments, mais évidemment c'est difficile de les valider, mais c'est comme ça qu'on analyse la situation, enfin qu'on peut expliquer, mais les chiffres de croissance sont en tel écart avec l'Hexagone que malheureusement, si ça continue comme ça sur 2026, parce que même les chiffres de mars là sont à plus de 20% de hausse, donc si ça continue sur 2026, je crois que malheureusement ce que vous avez à l'écran, ça va malheureusement se niveler assez rapidement.
Si je peux juste ajouter un élément de comparaison, la variation du nombre de dossiers de surendettement dans l'Hexagone, depuis 2 ans, elle est de l'ordre de plus 10% en nombre de dossiers. Et je disais tout à l'heure que dans les DROM de la zone euro, on était à plus 20%. Donc ça fait 2 ans qu'on est dans un rythme beaucoup plus soutenu d'augmentation du nombre de dossiers dans les outre-mer de la zone euro qu'on ne l'est en métropole. Donc avec ce rythme-là, on est en train de rattraper le nombre de dossiers par habitant, ce qui est le cas déjà à La Réunion et quasiment sur la Guadeloupe. Peut-être qu'on va rattraper sur la Martinique. Et ce que je disais tout à l'heure, qu'on est dans les 3 géographies qui économiquement et socialement sont les plus proches de la métropole. Donc on est dans une sorte d'harmonisation entre guillemets de la situation. Alors pourquoi on avait un retard? Alexandre vient d'en donner un certain nombre d'éléments. On en a d'autres qui sont... On a mené depuis 3-4 ans une politique intense de connaissance du dispositif de surendettement auprès des publics relais, assistantes sociales, etc., dont on peut peut-être constater aujourd'hui une amélioration. On a eu aussi quelques fragilités ou limites en amont qui sont liées au fait que il y a quand même une partie de la population dans ces géographies qui parle créole et les dossiers sont en français, donc il faut un accompagnant ou une personne qui va aider justement ces assistantes sociales ou ces publics relais que l'on a formés pour pouvoir faciliter la prise en charge des dossiers de surendettement et leur dépôt auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Donc ça, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer cette variation. Et puis, il y a un autre élément, il y a une solidarité familiale qui était encore plus développée traditionnellement dans les Outre-mer. Elle est peut-être aussi en train de s'estomper. On est peut-être dans une phase de normalisation encore des Outre-mer par rapport à la métropole dans cet environnement. Mais on n'a pas d'explicitation, je dirais, ferme, claire et permettant d'expliquer telle part de la variation en Outre-mer par rapport à la métropole. C'est effectivement une étude que je trouve vraiment remarquable. C'est un gros travail. Aujourd'hui, on l'a en tête de l'étendre, mais c'est un gros travail, mais on l'a en tête. Mais là, il n'y a rien qui a été lancé. Mais j'aimerais beaucoup l'avoir, mais j'ai conscience que c'est difficile parce qu'il faut ramener des données. Des données un peu certaines. Enfin, c'est un énorme travail, mais oui, on l'a en tête, voilà. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a la partie globale des 860 millions, c'est basé sur une analyse des bilans des entreprises et c'est du crédit inter-entreprise ou inter-organisme. Et dans ces 860 millions, il y a aussi une part qui est liée au délai de paiement des collectivités locales ou du secteur hospitalier. Et à droite, dans la diapositive qui est remontrée à l'écran, on faisait le focus sur les délais de paiement dans les départements d'outre-mer. Quand on est une entreprise, on a des délais en outre-mer, on a des délais d'approvisionnement. Quand on fait, je dirais, une importation et une vente, on a des délais d'approvisionnement qui sont plus longs qu'une entreprise en hexagone qui irait chercher des éléments de stock dans une autre entreprise hexagonale. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que il y a un éloignement géographique, il y a nécessité de conserver aussi des stocks à disposition pour faire face à l'ensemble des situations et gérer tout ceci, qui fait que les entreprises peuvent aussi avoir un besoin en fonds de roulement dans les Outre-mer plus important qu'il n'est dans les entreprises hexagonales. Donc ça, c'est un élément de caractéristique. Indépendamment de tout ça, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des délais réglementaires dans, je dirais, les paiements inter-entreprises. Il y a des délais réglementaires pour les paiements publics et que la fluidité de l'activité économique, elle passe par le respect de ces délais réglementaires. Et donc, on incite les pouvoirs publics à veiller à être exemplaires en termes de paiement. On n'a pas mentionné l'État dans les délais de paiement moyens dans les DOM. L'État est largement inférieur au seuil réglementaire.
Les retards que l'on constate ici sont le fait soit des collectivités locales, soit du secteur public hospitalier. Le secteur public hospitalier, c'est un sujet qui n'est pas spécifique à l'outre-mer. Il suffit de regarder l'histogramme de droite qui montre que le national également en moyenne dépasse le délai réglementaire. Donc il y a un sujet global à traiter sur la situation financière des hôpitaux, mais qui est plus marqué en outre-mer qu'il n'est marqué dans l'Hexagone. Et sur le secteur public local, les collectivités doivent faire preuve d'éducation financière un peu plus marquée pour comprendre qu'un retard de paiement est pénalisant pour une entreprise. Et c'est pénalisant pour le développement économique de l'entreprise. Et vous avez raison, il y a un élément de culture économique à développer auprès de l'ensemble de nos décideurs publics locaux pour qu'ils aient bien conscience de cet impact d'une bonne gestion des collectivités locales dans leur relation avec les entreprises. Cette problématique touche également les collectivités du Pacifique. Il y a des seuils, dans la partie gauche, on a pris la totalité de l'outre-mer, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a pris à la fois les départements et collectivités de la zone euro et également les collectivités, les entreprises des collectivités de la zone franc-pacifique. Donc c'est bien une problématique qui est générale pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Après, le secteur hospitalier dans chacune des géographies de Calédonie et de Polynésie ne fonctionne pas du tout comme fonctionne le secteur hospitalier dans les DROM, puisque on a un système qui est plus autonome dans les collectivités du Pacifique, avec la CAFAT et la CPS qui gèrent en fait cette activité, donc c'est pas du tout la même organisation. Mais on a aussi quelques retards de paiement dans les collectivités locales et on a des seuils réglementaires qui ne sont pas exactement identiques également dans ces collectivités du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, si je regarde le détail, les délais clients, on est à 40 jours de délai client moyen pour dans les collectivités, pour les entreprises, en délai client, 45 jours en délai fournisseur. Dans la moyenne des DCOM, donc dans la zone euro, pour les entreprises, on est à 42 jours, 48 jours. Et j'ai les chiffres pour la métropole, on est en moyenne à 30 jours de délai client et 37 jours de délai fournisseur. Mais si vous regardez l'écart entre les jours, vous avez 6 jours de délai dans les DCOM, 7 jours dans l'Hexagone, et vous avez 4 jours et demi en Nouvelle-Calédonie. Et en Polynésie, c'est 40,8 et 47,2 jours en moyenne. Donc on est à 7 jours. Vous voyez, l'écart entre les délais fournisseurs et les délais paiement n'est pas très significatif, toute géographie confondue. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est un sujet global. On n'a pas de données sur 2026. On n'a pas encore de données sur 2026. Très bien, merci. Pour être très franc, une des données qu'on vous a montrées, là dans un des graphes, je crois qu'on a eu la dernière information de décembre, pas plus tard que la fin de la semaine dernière.